3. Il courait donc à la poursuite de son bateau, du côté gauche de Witcham Street, aussi vite qu'il le pouvait. Mais le bateau prenait de l'avance, car l'eau dévalait plus vite encore. Son grondement allait s'amplifiant, et il s'aperçut qu'à une 50aine de mètres, en contrebas, elle quittait le caniveau pour cascader dans un conduit d'urgence que l'on n'avait pas encore fermé. Il formait un grand demi-cercle obscur sur le bord du trottoir, et alors que George regardait dans cette direction, une branche dépouillée à l'écorce noire et luisante comme une peau de phoque s'engouffra dans sa gueule. Elle y resta accrochée un instant avant d'y disparaître. C'était là que se dirigeait son bateau. « Oh merde et merdouille !» s'écria-t-il consterné. Il accéléra le pas et crut pendant quelques secondes pouvoir attraper le bateau, mais l'un de ses pieds glissa sur quelque chose et il alla s'étaler, s'écorchant le genou avec un cri de douleur. De ce nouvel angle, au ras du sol, il vit l'embarcation tourner 2 fois sur elle-même, momentanément prisonnière d'un tourbillon, puis disparaître. « Merde et merdouille !» cria-t-il de nouveau, frappant la chaussée du poing. Il se fit mal et les larmes lui vinrent aux yeux. Quelle stupide façon de perdre le bateau! Il se releva et s'approcha de la bouche d'égout. Il mit son bon genou à terre et regarda à l'intérieur. L'eau faisait un grondement creux en s'enfonçant dans les ténèbres, un bruit de maison hantée qui lui rappelait... Un cri étranglé sortit de sa gorge et il sursauta. 2 yeux jaunes le regardaient de là-dedans, des yeux comme ceux qu'il avait imaginé le guettant dans la cave, sans jamais les voir. « C'est un animal ?» pensa-t-il de manière incohérente. « C'est tout ce que c'est un animal, tout bêtement un chat qui a été emporté là-dedans. » Il était cependant prêt à s'enfuir en courant. Il allait s'enfuir en courant dans 2 secondes, quand ses mécanismes mentaux auraient digéré le choc produit par ces 2 yeux jaunes et luisants. Il sentait la surface rugueuse du macadam sous ses doigts, ainsi que l'eau froide qui les contournait. Il se vit se relever et battre en retraite, et c'est à cet instant qu'une voix agréable, au ton raisonnable, lui parla depuis la bouche d'égout. « Salut, Georgie » fit-elle. George se pencha et regarda de nouveau. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme dans un conte de fées, ou comme dans ces films où les animaux parlent et dansent. Il aurait eu 10 ans de plus, il serait resté incrédule, mais il avait 6 ans, et non 16. Un clown se tenait dans l'égout. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que George Denbrough n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé. Un mélange de Bozo et Clarabelle, celui, ou celle, George n'était pas très sûr, qui parlait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait 2 touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance pleine de fruits mûrs, et dans son autre main se trouvait le bateau en papier journal de George. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» fit le clown avec un sourire. George lui sourit à son tour. Il ne put s'en empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre « Oui, bien sûr, je le veux. » « Bien sûr, je le veux, » fit le clown en riant. « Voilà qui est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?»« Eh bien, oui. » Il tendit une main hésitante, puis se reprit. « Je ne dois pas prendre les choses que me donnent des étrangers. C'est ce que papa m'a dit. »« Ton papa a parfaitement raison, » admit le clown, du fond de son égout, toujours souriant. « Comment ai-je pu croire, » se demandait George, qu'il avait les yeux jaunes. Ils étaient d'un bleu brillant et pétillant, comme ceux de sa mère ou de Bill. « Parfaitement raison. C'est pourquoi je vais me présenter, Georgie. Je m'appelle Monsieur Bob Gray, aussi connu sous le nom de Gripsou le clown cabriolant. Gripsou, je te présente George Denbrough. George, je te présente Gripsou. Eh ben voilà. Nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre, pas vrai ?» George pouffa. « C'est vrai. » Il tendit de nouveau la main et de nouveau la retira. « Comment t'es descendu là-dedans ?»« La tempête nous a balayés, moi et tout le cirque, » répondit Gripsou. « Ne sens-tu pas l'odeur de cirque, Georgie ?» Georgie se pencha. Ça sentait les cacahuètes,
des cacahuètes grillées, et le vinaigre, ce vinaigre blanc que l'on verse sur les frites d'une bouteille avec un petit trou. Ça sentait aussi la barbe à papa et les beignets frits, tandis que montait, encore léger mais prenant à la gorge, l'odeur des déjections de bêtes fauves, sans oublier celle de la sûre. Et cependant, en dessous flottaient les senteurs de l'inondation, des feuilles en décomposition et de tout ce qui grouillait dans l'ombre de l'égout, odeur d'humidité et de pourriture, l'odeur de la cave. Mais les odeurs du cirque étaient plus fortes. « Tu parles si je les sens ?» s'exclama-t-il. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» demanda Gripsou. « Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça, » ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange. Une cravate d'un bleu électrique éclatant pendait à son cou, et il avait de gros gants blancs, comme ceux que portent toujours Mickey et Donald. « Si, j'y tiens, » dit George, toujours penché sur l'égout. « Veux-tu aussi un ballon? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. Est-ce qu'il flotte? » « S'il flotte !» Le sourire du clown s'élargit. « Et comment? J'ai aussi de la barbe à papa. » George tendit la main. Le clown la lui prit, et George vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à côté ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffue, sa raison avait été détruite. « Il flotte !» chantonna la chose dans l'égout d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait George d'une prise épaisse de pieuvre, puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient les eaux, emportant leur chargement de débris vers la mer. George détourna tant qu'il put la tête des ultimes ténèbres et se mit à hurler dans la pluie, à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus, perçants, qui tout au long de Witcham Street précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. « Il flotte !» gronda la voix. « Il flotte, Georgie, et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !» L'épaule de George vint buter contre le rebord en ciment du trottoir, et Dave Gardner, resté chez lui à cause de l'inondation au lieu d'aller travailler comme d'habitude au shoeboat, ne vit qu'un petit garçon en ciré jaune qui hurlait et se tordait dans le caniveau, tandis que de l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouillis. « Tout flotte en bas !» murmura la voix pourrie et ricanante. Puis, il y eut soudain un bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George Denbrough perdit connaissance. Dave Gardner fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri, mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré, le tira dans la rue, et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche. Des os emmêlés, horriblement brillants, dépassaient du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de pluie. « 4. Quelque part en dessous, dans l'égout déjà plein à ras-bord ou presque, « Jamais personne n'aurait pu tenir là-dedans », s'exclama plus tard le shérif du comté au journaliste du Derry News dans un accès de rage qui frisait l'hystérie. Hercule lui-même aurait été emporté par le courant. Le bateau en papier journal de George fila le long de conduits obscurs en ciment dans le grondement et le chuintement de l'eau. Il avança quelques instants bord à bord avec un poulet crevé qui flottait sur le dos, ses pattes reptiliennes tournées vers le plafond dégoulinant. Puis, à quelques confluents à l'est de la ville, le volatile fut emporté sur la gauche tandis que le bateau de George continuait tout droit. 1 heure plus tard, tandis que la mère de George se faisait administrer un calmant en salle d'urgence à l'hôpital de Derry et que Bill le Bègue restait pétrifié, blanc et silencieux dans son lit, écoutant sans les entendre les sanglots rauques de son père lui venant du salon,
où sa mère jouait la lettre à Élise au moment où George était sorti, le bateau surgit d'une évacuation à la vitesse d'un boulet de canon et se retrouva sur un bif qui le ralentit, avant de le rejeter dans un cours d'eau sans nom. Lorsque 20 minutes plus tard il déboucha sur la Penobscot, aux eaux gonflées et bouillonnantes, le ciel laissait apparaître ses premières déchirures bleues. La tempête était terminée. Le bateau plongeait, oscillait et prenait parfois l'eau, mais ne coulait pas. Les deux frères l'avaient bien imperméabilisé. J'ignore où il finit par s'échouer, s'il s'échoua jamais. Peut-être atteignit-il la mer et y navigue-t-il pour l'éternité, comme les bateaux magiques des légendes. Je sais seulement qu'il était toujours gaillard, à chevaucher les remous de l'inondation, lorsqu'il franchit les limites administratives de Derry, Maine, et par là même, et pour toujours, celle de ce récit. Chapitre 2. Après la fête. 1984. 1. Si vous tenez à savoir pour quelle raison Adrian portait ce chapeau, raconta plus tard son petit ami en larmes à la police, c'est parce qu'il l'avait gagné à la baraque Pitch Till You Win. Là-bas, on gagne toujours quelque chose. À la fête de Bassett Park, 6 jours avant sa mort, et il en était fier. Il le portait parce qu'il aimait cette saloperie de ville, ajouta hystérique Don Haggerty. Allons, allons, inutile d'être grossier, lui répondit l'officier de police Harold Gardner. Harold Gardner était l'un des 4 fils de Dave Gardner. Il avait 5 ans le jour où son père avait découvert le cadavre amputé d'un bras de George Denbrough. Pas tout à fait 27 ans plus tard, à 32 ans, Harold se rendait bien compte de la réalité de la douleur et du chagrin de Don Haggerty, sans pouvoir toutefois le prendre au sérieux. L'homme, si l'on tenait à l'appeler ainsi, portait un pantalon de satin si serré qu'on pouvait lui compter les rides de la bite, sans parler du rouge à lèvres. Douleur ou pas, chagrin ou pas, ce n'était après tout qu'un pédé, comme son ami, feu Adrian Mellon. On recommence, intervint l'acolyte de Gardner, Jeffrey Reeves. Vous êtes tous les deux sortis du Falcon et vous avez pris la direction du canal, et après? Combien de fois faudra-t-il vous le dire, bande d'idiots? Haggerty criait toujours. Ils l'ont tué, ils l'ont jeté par-dessus bord. Juste un jour ordinaire à Matchoville pour eux. Haggerty se mit à pleurer. Encore une fois, reprit Reeves patiemment. Vous êtes sortis du Falcon et après? Deux. Dans une autre salle, juste au bout du hall, 2 flics de Derry interrogeaient Steve Dubay, 17 ans. Dans un bureau du premier étage, 2 autres cuisinaient John Webby Garton, 18 ans. Et dans le bureau du chef de la police du 5e, le chef, Andrew Rademacher, et le juge d'instruction Tom Boutillier tentaient de tirer les vers du nez à Christopher Unwin, 15 ans. Unwin, habillé d'un jean délavé, d'un t-shirt taché de graisse et de bottes de mécanicien, était en larmes. Rademacher et Boutillier s'occupaient personnellement de lui parce qu'ils avaient supposé, à juste titre, qu'il constituait le point faible du groupe. « Allez, on recommence », dit Boutillier, exactement comme Reeves, quelques étages en dessous. « On ne voulait pas le tuer, » balbutia Unwin. « C'était le chapeau, on n'arrivait pas à croire qu'il oserait encore le porter après ce que Webby avait dit la première fois. On voulait juste lui faire peur, quoi. » « À cause de ce qu'il vous avait sorti », intervint Rademacher. « Oui. » « De ce qu'il avait sorti à John Garton, plus précisément, l'après-midi du 17. »« Oui, à Webby. » Unwin éclata de nouveau en sanglots. « Mais nous avons essayé de le sauver quand nous avons vu que ça se passait mal. Au moins moi et Stevie Dubay. On n'a jamais voulu le tuer. »« Arrête ces salades, Christopher, » fit Boutillier. « Vous l'avez bien balancé dans le canal, non ?»« Oui, mais... » « Et vous êtes venus tous les 3 mettre les choses au point. Le chef Rademacher et moi, nous apprécions le geste, n'est-ce pas, Andy? Et comment? Il faut du courage pour ne pas renier ce qu'on a fait, Chris. Alors, ne fais pas le con en te mettant à mentir maintenant,
Vous aviez bien l'intention de le balancer par-dessus bord dès l'instant que vous l'avez vu sortir du Falcon avec son petit copain, n'est-ce pas? Non! Protesta Unwin avec véhémence. Boutillier sortit un paquet de Marlboro de sa poche de chemise. Il mit une cigarette à la bouche et tendit le paquet à Unwin. L'adolescent en prit une. Sa bouche tremblait tellement que le juge avait du mal à suivre la cigarette avec l'allumette. « Mais quand avez-vous vu qu'il portait le chapeau ?» reprit Redmacher. Unwin tira une grosse bouffée, pencha la tête, ses cheveux graisseux lui tombèrent dans les yeux, et rejeta la fumée par le nez, qu'il avait piqueté de comédon. « Ouais, » dit-il dans un souffle, si bas qu'il était presque inaudible. Boutillier s'inclina vers lui, un reflet brillant dans son œil brun. Il avait l'expression d'un prédateur, mais la voix restait douce. « Tu disais, Chris ?» « Je disais oui. Je crois qu'on voulait le balancer, mais pas le tuer. » Sur ces mots, il releva les yeux, l'air malheureux, aux abois de quelqu'un incapable de comprendre les stupéfiants changements qui venaient d'avoir lieu dans sa vie depuis qu'il avait quitté la maison, la veille, à 7h30, pour la dernière nuit de la fête du canal de Derry avec ses copains. « Mais pas le tuer, » répéta-t-il. « Et ce type, sous le pont, je sais toujours pas qui c'est. » « Quel genre de type ?» demanda Redmacher, sans trop de conviction. Ils avaient déjà eu droit à ce couplet et aucun des deux n'y croyait. Tôt ou tard, un homme accusé de meurtre finit par sortir le mystérieux inconnu. Boutillier lui avait même donné un nom, le syndrome du manchot, d'après une vieille série télévisée. « Le type en tenue de clown ?» fit Unwin avec un frisson. « Celui avec les ballons ?» Les fêtes du canal qui s'étaient déroulées du 15 au 21 juillet avaient été un succès éclatant de l'avis de tous, ou presque, à Derry. Un grand événement, autant pour le moral et le prestige de la ville que pour son portefeuille. La raison d'être de cette semaine de festivités était le centenaire de l'ouverture du canal qui traversait le centre-ville. C'était grâce à ce canal que la ville avait pu se livrer complètement au commerce du bois entre 1884 et 1910. De sa mise en service dataient les années de prospérité de Derry. On avait retapé la ville d'est en ouest et du nord au sud. On avait comblé et nivelé des nids de poules que certains citoyens prétendaient connaître depuis 10 ans. On avait renouvelé le mobilier des immeubles municipaux dont on avait aussi ravalé les façades. On avait poncé le gros des graffitis les plus obscènes de Bassay Park, la plupart constitués de réflexions anti-homosexuelles à la logique glaciale comme « à mort les pédés » ou « Sida, train de Dieu pour l'enfer des homos », qui déparaient les bancs et la passerelle couverte au-dessus du canal, connu sous le nom de Pont des Baisers. On avait ouvert un musée du canal dans 3 devantures de magasins inoccupés du centre-ville pour y exposer les objets réunis par Michael Hanlon, bibliothécaire de la ville et historien amateur. Les plus vieilles familles de la région avaient prêté leurs pièces les plus précieuses, et pendant toute la semaine, près de 4000 personnes payèrent 25 cents chacune pour contempler des menus des années 1890, des outils de bûcherons des années 1880, des jouets d'enfants des années 20, et plus de 2000 photos et 9 courts-métrages sur la vie quotidienne à Derry au cours des 100 dernières années. La Société des Dames de Derry avait financé cette exposition non sans refuser d'admettre certaines des pièces proposées par Hanlon, comme la célèbre chaise à clochard des années 30 et des photos du massacre de la bande à Bradley. Néanmoins, ce fut aussi un grand succès, et personne ne tenait tellement à voir ces témoignages sanglants. Il valait beaucoup mieux mettre l'accent sur les choses positives. On avait dressé une énorme tente en toile rayée pour les rafraîchissements dans le parc de Derry. Des orchestres y jouaient tous les soirs. Bassay Park accueillit pour sa part une foire d'attractions avec des manèges et des stands tenus par des gens du cru. Un tramway spécial parcourait le secteur historique toutes les heures, avec pour terminus cette machine à sous criarde et avenante. C'était là qu'Adrian Mellon avait gagné le chapeau qui allait signer son arrêt de mort. Un haut de forme, avec une fleur, et un bandeau sur lequel on lisait « J'aime Derry ».
4. « Je suis crevé, dit John Webby Garton. Comme ses deux amis, il était inconsciemment habillé à la Bruce Springsteen, alors que si on lui avait demandé son avis sur le chanteur, il l'aurait sans doute traité de pédé ou de nouille et aurait professé son admiration pour des groupes hard, comme Def Leppard, Twisted Sister et Judas Priest. Déchiré, les manches de son t-shirt exhibaient des bras lourdement musclés. Son épaisse tignasse châtaine lui retombait sur un œil, plus John Cougar Mellencamp que Springsteen. Des tatouages bleus ornaient ses biceps, des symboles ésotériques que l'on aurait dit tracés par une main d'enfant. « Je veux plus parler. »« Dis-nous simplement ce qui s'est passé à la foire mardi après-midi, » fit Paul Hughes. Ce dernier était choqué et écœuré par toute cette sordide affaire. Comme si la fête du canal, ne cessait-il de se répéter, s'était achevée sur un événement prévu par tous, mais que personne n'avait osé inscrire au programme des réjouissances, sans quoi il se serait présenté ainsi. Samedi, 21h, grand concert de clôture avec l'orchestre du collège de Derry et les Barbershop Mellowmen. Samedi, 22h, feu d'artifice géant. Samedi, 22h35, le sacrifice rituel d'Adrian Mellon met officiellement fin aux festivités. « J'emmerde la foire, » répliqua Webby. « Simplement ce que tu as dit à Mellon et ce qu'il t'a dit. »« Oh, bordel !» fit Webby en roulant des yeux. « Allez, Webby !» intervint le partenaire de Hughes. Webby roula de nouveau des yeux et recommença.